Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui l'ancien président de l'Union des Comores, M. Azali Assoumani, est notre invité. Monsieur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour nous. Alors, comment se porte votre pays aujourd'hui? Mon pays se porte mieux. Il se porte mieux dans le sens où il a vécu tant de problèmes, mais ne serait-ce que le dernier, le séparatisme qui a éclaté aux années 96-97 et qui a occasionné aussi une transition qui a commencé en 99 et que Dieu merci jusqu'alors, nous avons 2 anciens présidents et dans 2 ans on en aura un 3e ancien président. C'est quand même, je peux dire que ça va mieux. On espère que ça va très bien se passer, mais le gouvernement vient de reporter la date des élections. Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Il n'y a pas une volonté manifeste, hein, c'est des problèmes techniques. Techniques ou financiers? Les deux, hein, mais surtout techniques, puisqu'on veut expérimenter la carte électorale biométrique. Oui. Donc il a fallu effectivement qu'il y ait des gens mais pour venir cette raison n'est pas suffisante. Hein? Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on décide d'expérimenter une nouveauté. Tout à fait. Raison de cœur, je vous dis que la raison n'est pas seulement financière, elle est technique, puisque après le recensement qui a été fait, quand on a essayé de faire le bilan, on a constaté beaucoup de ratés et c'est ça qui a fait que le gouvernement, ajouté aussi au problème financier, a décidé de reporter. Donc vous n'en voulez du tout pas pour ça? Je regrette qu'on n'ait pas tenu, mais je pense qu'on puisse le tenir maintenant, c'est mieux au lieu de faire des élections pour venir les protester après. Alors quel regard portez-vous sur les actions du président Doyenine au pouvoir aujourd'hui? Aujourd'hui, d'abord, il y a la paix et la sécurité. De ce côté-là, quand même, il faut lui être gré. Bon, les droits de l'homme sont plus ou moins respectés. Donc le problème maintenant, puisqu'on a connu des tensions dans son prédécesseur, on a connu un ancien commandant qui a été assassiné, on a connu un général qui a été emprisonné. Donc quand même il y avait une situation tendue avec Iqlil, il y a une paix relative qui est là. Effectivement, les problèmes socio-économiques aidants font qu'on doit faire très attention. Mais à vous entendre parler, on dirait que c'est vous qui êtes au pouvoir, hein? Parce que vous n'avez aucun regard critique sur lui. Ah mais je dis, non? Les problèmes socio-économiques qui sont là font qu'on doit faire très attention pour qu'effectivement ça n'éclate pas au grand jour. Mais qu'en est-il de la réconciliation politique? La réconciliation politique, justement, c'est le grand bilan qu'on peut s'enorgueillir, si on peut le dire. Je n'étais pas le seul parce que quand je les ai mis en place, j'étais autour de moi, tous les partis politiques et toutes les partis, on a traversé, y compris la communauté internationale. Et aussi, on a dû passer le pouvoir dans les délais prescrits par la Constitution. On n'a pas voulu amender la Constitution. Donc, jusqu'alors, quand même, cette réconciliation va dans le bon sens. Mais toujours est-il qu'il faut être très prudent, essayer de l'accompagner, de le perfectionner, pour qu'à un moment donné, on se dise, bon, voilà, les communs se sont réconciliés. Oui. Et parallèlement à ça, s'occuper des problèmes socio-économiques. On va changer de sujet et parler d'un secteur quand même qui, apparemment, est le parent pauvre aujourd'hui de l'Union des Comores, c'est le secteur éducatif. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans ce secteur-là, où on a l'impression que ça ne bouge pas? On en veut toujours plus dans l'éducation, parce qu'il n'y aura pas de meilleures richesses que les hommes. Donc, c'est-à-dire les richesses, enfin, les ressources humaines, bien formé, c'est une ressource qu'on en a toujours besoin. Donc on ne peut pas se dire que là, on est au top. Mais quand on vient dans un pays où à chaque fois qu'il y avait le bac, il fallait exporter, envoyer 3 000 à 4 000 étudiants à l'étranger, donc on a conçu une université qui est maintenant à 7 000 étudiants à l'université. Je crois de ce côté-là quand même, et même cette université a sorti des cadres qui sont maintenant au travail. Cette université a sorti aussi des élèves qui sont venus faire leurs études supérieures, disons master 2, doctorat, et dans les écoles ils sont, quand même, il y en a qui réussissent très bien. Donc de ce côté-là, on a beaucoup à faire, ça c'est vrai. Et puis aussi, on a des cadres qui sont formés dans les pays africains, en France, partout. Donc ces cadres-là, ils sont là. Moi je crois que ce côté, le côté éducatif, on a beaucoup à perfectionner, mais les richesses que nous avons produites de l'éducation, je crois que si on arrive à les mettre en place, il y a beaucoup de problèmes qu'on peut résoudre. Un fait très important que l'on met quand même à votre actif, c'est le système de présidence tournante. Aujourd'hui, avec du recul, quel bilan vous faites de cela? Est-ce que cela fonctionne réellement? Le but de cette tournante, c'était la réconciliation. On a été à un moment très difficile de notre société où il s'était scindé. Il y a une île qui avait déclaré son indépendance, voté un président, une constitution. Donc il fallait effectivement réunir le pays. Et n'oublions pas que c'est une des îles qui voulait partir parce que nous avons une île qui s'appelle Mayotte, que la France a... Parlons d'abord de la présidence tournante. Donc cette île d'Anjouan, on a pu retenir, le rassembler dans les autres îles. Je crois que s'il y a un bon bilan de la tournante, c'est que ça a permis au pays
de se retrouver. Depuis 1975, les gouvernements successifs revendiquent quand même l'île de Mayotte et pourtant on n'a toujours pas de résultat. Est-ce qu'il n'est pas temps de tourner la page et de se consacrer à autre chose désormais? Non, 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 non. Il n'est pas question de tourner la page. Moi, ce que je dis, changer de méthode. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Depuis, effectivement, et ce qui est normal, on s'est toujours plaint au niveau des organisations internationales, au premier desquelles l'ONU, l'Union africaine, la Ligue des États arabes. Comme ce fut le cas lors du discours du président de la République à la tribune des Nations Unies récemment. Voilà, donc à chaque fois, on le fait. Mais depuis 1950, ça n'a pas donné de résultat. Mais je crois qu'il faut changer de méthode, ou bien coupler avec notre méthode. Moi, je l'ai fait. Quelle méthode il faut faire j'ai discuté directement avec la France. C'est moi qui ai fait une première visite officielle en France et qui a rencontré le président Chirac pour parler de ce problème. C'était en quelle année? C'était en 2005. On est en 2014, pour parler de ce que Mitterrand appelait un contentieux désagréable entre nos deux pays. Moi, je crois qu'effectivement, il est beau parce que c'est le droit international qui nous confère Mayotte dans notre île. Donc, on ne peut pas ne pas le dire. Parallèlement à ça, il faut engager des discussions fermes avec notre partenaire de France, qu'on partage une histoire. Vous savez, il y a plus de la moitié des Comoriens qui sont en France. On partage une histoire, on partage une culture. Donc, c'est ce que j'appelle un allié obligé. Qu'est-ce que la France répond en nous cédant par Malheureusement, la France, il joue sur le va-t-en-guerre. Donc, les efforts qu'on a faits, que ce soit directement ou indirectement, ça n'a pas empêché la France de continuer jusqu'à l'irréparable en adoptant Mayotte comme département français. On en a vu des départements qui étaient français et qui sont revenus. Donc, nous, on ne désespère pas. Je crois qu'on va se battre en espérant qu'à un moment donné, la France comprendrait qu'il a intérêt à coopérer avec 4 îles plutôt que d'avoir une île à elle. Mais un fait très important sur ce dossier-là, justement, le référendum en 2009, 90% des populations vivant à Mayotte avaient préféré quand même être rattachées à la France. C'est un vice. Pourquoi parlez-vous de vice? Depuis que la France a gardé Mayotte, c'est contre le droit international. Mais avec la volonté des populations qui y vivent. 96% des Comoriens ont été pour l'indépendance. Pourquoi venir prendre le score d'une île alors que c'est l'ensemble du pays qui a été consulté? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour pouvoir récupérer Mayotte? On est prêt à tout. Dans tout, on peut mettre beaucoup de choses, même la violence physique. On est prêt à tout ce qu'on peut faire. J'espère que vous n'avez pas osé vous battre contre la France. Pour que l'île de Mayotte intègre son giron naturel. La logique veut aujourd'hui que, même si on vous rétrocède Mayotte, on constatera quand même que les populations ne seront pas quand même tout à fait d'accord. Ce serait un contentieux désagréable et très dangereux. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, un pays qui est uni, qu'on va permettre à une région, à une capitale, parce que la population ne veut pas ce que l'État veut, il déclare ce qu'il veut. Donc attention, attention, parce que ce serait un contentieux désagréable. On le voit avec la Corse aujourd'hui. Est-ce que la France accepterait que la Corse soit indépendante, que la Corse le veuille? Donc la France, il parle d'un peuple français, mais pas des peuples français. Pourquoi ailleurs on parle d'un peuple, d'un pays, et qu'au Comore, je permets de parler des peuples? Nous sommes un peuple, nous ne sommes pas des peuples. En 2016, on procédera encore à une nouvelle élection. Vous êtes aujourd'hui une personne remarquable. Quand vous regardez 2016, qu'est-ce que vous vous dites? Quand je regarde 2016, j'évite de la regarder tout seul. Parce que l'erreur à ne pas commettre, c'est celle de croire qu'on est le meilleur. On peut tout faire toi seul. Quand je regarde 2016, surtout un pays où il y a des défis énormes, que ce soit sur le plan de l'unité nationale, que ce soit sur le plan du plan socio-économique. C'est un défi qui devrait rassembler des gens. Donc moi, je suis dans un parti politique. On a d'autres partis qu'on est alliés. Oui. Donc on se dit qu'effectivement, on regarde 2016 ensemble, mais à chaque chose son temps. Le moment venu, on va s'asseoir et dire quel est le candidat que nous présentons. Oui. Voilà, c'est un peu la logique qu'on a tenue parce que, très sincèrement... Mais est-ce que ce candidat peut être vous? Vous savez, ça me fait plaisir qu'à chaque fois où je vais, les gens disent « vous, candidat, ça veut dire qu'on croit un peu en moi ». Merci beaucoup de cette fois. Et je ne peux pas la refuser. Oui. Mais je m'abstiens de répondre instantanément au risque de violer... Mais vous ne refusez pas. Voilà, c'est bien. C'est là où se trouve un autre vice. Mais au risque de violer les lois ou bien le règlement de nos partis respectifs. Oui. C'est pourquoi, maintenant que les gens me voient en candidat, je leur dis merci. Je ne pense pas que je sois le seul. Il y a beaucoup de Comoriens qui sont capables d'être candidats comme moi. Mais le moment viendra où chaque parti, où chaque individu... Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes légaliste, mais le fait que vous ne disiez pas « non, 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 je n'en veux pas, j'ai déjà gouverné mon pays », on peut quand même deviner des choses, non? On a comme l'impression qu'il y a un petit appétit. C'est plus qu'un appétit, c'est une conviction de servir son pays.
C'est ce que disent généralement les gens qui ont envie d'aller quand même au pouvoir, mais qui ne veulent pas prendre le risque de l'affirmer tout de suite. Si le choix était porté sur vous, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire oui ou non, monsieur le président? Ouais, mais si le choix est porté pour moi par mon parti, pourquoi je peux dire non? Voilà qui est tout dit. Par contre, non, c'est pas tout dit. Par contre, maintenant, je ne suis pas candidat maintenant. Mais si vous faites une prière pour moi, gratuite, parce que je ne vais pas vous payer, et que le moment donné, mon parti et que le moment donné, mon parti me désigne, et si les facultés intellectuelles et morales et physiques me le permettent, servir mon pays. Vous avez publié en 2009 votre livre qui est intitulé « Quand j'étais président ». Et vous expliquez là-dedans combien de fois vous étiez omnibulé par l'idée de quitter le pouvoir. Mais comment avoir été omnibulé par l'idée de quitter le pouvoir il y a quelques années seulement, et aujourd'hui, vous soyez encore tenté? Quitter le pouvoir parce que je m'étais fixé un objectif. Il y avait un pays qui se déchirait, il fallait le réconcilier, mettre en place des institutions, donc il fallait être fidèle à ma conviction. Donc effectivement, moi, quitter très vite le pouvoir, ça veut dire accomplir ma mission le plus vite possible. Et plus vite ma mission est accomplie, tant mieux pour mon pays. Parce que elle est finie. Hein? Ça veut dire que mon pays a retrouvé l'unité nationale. Mais ce que les gens oublient, c'est quoi? C'est que les problèmes qui ont occasionné cette désintégration, c'est les problèmes qui ont trop parlé, c'est le problème socio-économique. C'est une jeunesse qui erre, c'est des femmes qui sont oubliées, c'est la démocratie qui n'est pas respectée. Merci beaucoup, monsieur Azali Assoumani. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes ancien président de l'Union des Comores. Avec plaisir, je vous retrouverai au moment où votre parti aura quand même fait son choix, si le choix était porté sur vous. Et suivez très bien mon regard. J'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver. Et vous allez me dire en ce moment ce que vous allez apporter à votre pays à nouveau. Le plaisir est amplement partagé, mon cher ami. Merci beaucoup. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.